En 1943, sur une île du Pacifique, des soldats américains et japonais se sont entretués pendant des mois pour un bout de jungle sans valeur. Puis la guerre s'est terminée. Et sur cette même île, 40 ans plus tard, d'anciens ennemis se sont retrouvés, ont pleuré ensemble, et certains sont devenus amis proches jusqu'à leur mort. Ce n'est pas une anecdote touchante. C'est une énigme. Pourquoi des hommes qui ont voulu s'entretuer finissent-ils par avoir besoin les uns des autres? La réponse tient en une phrase que les psychologues sociaux répètent depuis un siècle, rien ne soude un groupe humain comme une menace commune. On appelle ça la théorie du conflit réaliste. Elle a été testée pour la première fois en 1954, dans un camp de vacances de l'Oklahoma, sur des enfants de 11 ans qui ne se doutaient de rien. Le psychologue Muzafer Sherif a séparé 22 garçons en deux groupes, les aigles et les serpents, sans qu'ils sachent que l'autre camp existait. Chaque groupe a passé une semaine à construire ses propres rituels, son propre drapeau, sa propre hiérarchie. Puis Sherif a organisé une rencontre. En quelques heures, l'insulte a remplacé la politesse. En quelques jours, les garçons brûlaient le drapeau adverse et cachaient des bâtons sous leurs oreillers pour se défendre la nuit. Deux groupes de gamins ordinaires, sans aucune raison préalable de se détester, avaient basculé dans une hostilité presque tribale. Juste parce qu'un autre groupe existait. Mais la partie la plus intéressante de l'expérience, presque personne ne la connaît. Sherif a ensuite coupé l'eau du camp. Un problème que ni les aigles ni les serpents ne pouvaient résoudre seuls. Il a fait tomber en panne le camion qui livrait la nourriture, un poids que aucune des deux équipes ne pouvait déplacer sans l'autre. En quelques jours, les mêmes garçons qui s'étaient juré une guerre sans merci retrouvaient l'eau courante ensemble, poussaient le camion ensemble, mangeaient à la même table. La haine n'avait pas disparu parce qu'on leur avait demandé d'être gentils. Elle avait disparu parce qu'un problème plus grand qu'eux les avait forcés à redevenir une seule équipe. Sherif venait de mettre le doigt sur un mécanisme qui dépasse largement un camp de vacances. Un groupe humain, quel qu'il soit, a besoin d'un centre de gravité. C'est ce qu'on observe à chaque grande catastrophe. Après un tremblement de terre, un ouragan, une attaque, les chercheurs documentent presque systématiquement le même phénomène, la criminalité locale chute, l'entraide explose, des inconnus se mettent à partager leur nourriture et leur toit. Les sociologues appellent ça la communauté de catastrophe. Et puis la menace passe. La reconstruction se termine. L'ouragan est loin dans les mémoires. Et la communauté de catastrophe se dissout, presque aussi vite qu'elle est apparue. Les gens redeviennent des voisins qui se saluent à peine. C'est là que la question devient inconfortable. Si la solidarité humaine dépend à ce point d'un ennemi ou d'un danger partagé, qu'est-ce qui se passe quand une société n'a plus rien contre quoi se battre? Certains chercheurs pensent avoir observé la réponse à plus grande échelle. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, les États-Unis ont perdu, du jour au lendemain, l'ennemi qui avait organisé leur politique étrangère, leur économie de défense, une bonne partie de leur identité nationale depuis 40 ans. Certains politologues ont noté, non sans malaise, que les grandes démocraties occidentales ont mis étonnamment peu de temps à se fracturer de l'intérieur une fois la menace extérieure retirée. Les lignes de division n'avaient pas disparu avec l'URSS. Elles avaient juste changé de cible. Le voisin, le collègue, le parti d'en face. C'est une idée qui dérange, mais qui revient dans plusieurs disciplines sous des formes différentes. En psychologie sociale, on parle de la théorie de l'identité sociale, un groupe a besoin de se définir contre quelque chose pour se définir tout court. En biologie évolutionniste, certains chercheurs avancent que la coopération intense à l'intérieur d'un groupe humain s'est développée précisément parce qu'elle donnait un avantage contre des groupes rivaux. Autrement dit, on n'a peut-être pas appris à collaborer malgré la compétition entre groupes. On a peut-être appris à collaborer à cause d'elle. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Faut-il un ennemi pour qu'une société tienne debout? Ce n'est pas si simple, et c'est là que l'histoire devient plus intéressante que la conclusion facile. Parce que la menace commune n'a pas besoin d'être un autre groupe humain. Le camion en panne dans l'expérience de Sherif n'était pas un ennemi, c'était un problème. Et un problème suffisait. Les chercheurs qui étudient la coopération parlent aujourd'hui de « superordinate goal », des objectifs qui dépassent les groupes et que personne ne peut atteindre seul. Un vaccin à développer en urgence. Une ville à reconstruire. Une mission spatiale. Le mécanisme qui soude les aigles et les serpents ne demande pas de la haine. Il demande juste un défi assez grand pour qu'aucun camp ne puisse gagner seul. C'est peut-être ça, la vraie leçon derrière cette histoire de camps de vacances et de sociétés qui se fracturent une fois l'ennemi disparu. Le problème n'a jamais été l'absence d'ennemis. Le problème,
C'est l'absence de projet commun assez grand pour remplacer cet ennemi. Une société qui n'a plus rien à combattre mais qui n'a rien non plus à construire ensemble se retrouve exactement dans la même position que ces garçons dans l'Oklahoma avant qu'on coupe l'eau du camp. Avec de l'énergie, des rôles à jouer, et plus rien pour les canaliser vers un but commun. Sherif n'a jamais dit que l'humanité avait besoin de guerre. Il a montré quelque chose de plus simple, et de plus utile, ce n'est pas la menace elle-même qui rassemble les gens. C'est le fait d'avoir, ensemble, quelque chose à faire qui compte. La question n'est donc peut-être pas de savoir contre quoi on va se battre. Mais vers quoi on va, ensemble.